Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un classique. Pensez et devenez riche. C'est le livre de Napoléon Hill de 1937. Oui, un livre assez incroyable basé sur l'étude de quoi, plus de 500 personnalités qui avaient réussi à l'époque. Exactement. Et notre but, c'est d'en extraire les idées clés sur le succès. Surtout le pouvoir du désir et aussi la persévérance. C'est ça. Ok, alors déballons ça. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces principes, même s'ils datent des années 30, ils restent super pertinents. Ah oui, tu penses que ça n'a pas vieilli? Presque une boîte à outils pour l'esprit. Une boîte à outils. J'aime bien l'idée. Et au cœur de ça, il y a cette phrase un peu choc. Les pensées sont des choses. Tout à fait. Surtout quand elles sont liées à un but précis et à un désir vraiment. Brûlant, c'est le mot qu'il utilise. Le désir brûlant, L'exemple d'Edwin C. Barnes dans le livre est assez marquant pour ça, non? carrément. Barnes, il voulait pas juste un job chez Edison, non. Il voulait travailler avec lui. La nuance est énorme. Oui, c'est pas pareil du tout. Et ce désir était tellement fort, il n'avait pas d'argent pour le train, alors hop, voyage clandestin. Il connaissait personne chez Edison. Rien ne l'arrêtait, en gros. C'est ça. Il arrive, il prend un petit boulot, mais il garde son objectif en tête. Il se voyait déjà associé d'Edison. C'est ça le désir brûlant. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il a attendu, longtemps apparemment, des années, sans forcément voir de progrès clair vers son but. Exactement. La plupart des gens auraient laissé tomber, quoi. Mais lui, non. Il est resté prêt. Prêt à saisir l'occasion. Voilà. Et l'occasion, c'est cette machine à dicter d'Edison. Personne n'y croyait, sauf lui. Barnes. Il a vu le potentiel. Ce qui contraste fortement avec une autre histoire du livre, celle de R.U. Darby. Ah oui, la mine d'or. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est le parfait contre-exemple. Darby qui abandonne, alors qu'il était à quoi? 1 mètre de l'or. Terrible. Il dit que c'est une des causes d'échecs les plus fréquents, jeter l'éponge trop tôt, face à une difficulté qui n'est que temporaire. Mais cet échec, pour Darby, ça n'a pas été totalement inutile, si. Non, justement, il en a tiré une leçon essentielle. Plus tard, dans l'assurance vie, il a réussi parce qu'il avait décidé de ne plus jamais s'arrêter au premier non. Le non ne veut pas nécessairement dire non. C'est ça. Une ténacité qu'il a apprise à la dure, avec sa mère. On retrouve cette idée de détermination absolue dans une autre anecdote du livre, plus légère peut-être. La petite fille et les 50 centimes. Oui, l'oncle de Darby qui raconte ça. La gamine veut ses 50 centimes. On lui dit non, on la menace presque, mais rien à faire. Elle est déterminée, obstinée même. Et elle finit par les avoir. Évidemment, elle savait ce qu'elle voulait. Point. Bon, le désir, la persévérance, c'est clair. Mais il ne s'arrête pas là. Il donne une méthode, non? Pour concrétiser ce désir. Oui, les fameuses 6 étapes. Très pratique. 1. Fixer le montant exact d'argent désiré. Pas juste beaucoup, précis. D'accord. Déterminer ce qu'on est prêt à donner en échange. Temps, travail, idées. OK. 3. Fixer une date limite précise. 4. Créer un plan détaillé et agir tout de suite, même si le plan n'est pas parfait. Agir immédiatement, c'est important ça. Écrire tout ça. Montant, délai, contrepartie, plan. Une déclaration claire. Et la dernière étape, la 6e. La lire à voix haute, 2 fois par jour, matin et soir. Et en la lisant, se visualiser, ressentir qu'on a déjà l'argent. C'est l'idée de programmer son subconscient. Ok, donc on a le désir, on a un plan, on le répète, mais il manque encore quelque chose d'après à Hill, un ingrédient clé. Oui, la foi. Il l'appelle ça le chimiste en chef de l'esprit. C'est le catalyseur. Sans foi, le désir reste lettre morte, en quelque sorte. Et cette fois, elle vient d'où? On l'a ou on l'a pas? Non, justement, il dit qu'elle se cultive. Par l'autosuggestion. C'est-à-dire se répéter des affirmations positives, chargées d'émotions, pour convaincre son propre subconscient. Pour nourrir cette conviction. L'exemple qu'il donne dans le livre, qui est peut-être le plus fort, c'est celui de son propre fils. Ah oui, absolument. Son fils né sans oreille apparente. C'est une histoire incroyable. Le désir intense de Hill que son fils puisse entendre, et surtout sa foi inébranlable qu'il a transmise à l'enfant. Et ça a marché? Contre toute attente médicale de l'époque, oui. L'enfant a développé une capacité auditive. Pour Hill, c'était la preuve ultime. La preuve que l'esprit, soutenu par un désir fort et la foi, peut influencer la réalité physique. C'est très puissant comme affirmation. C'est énorme même. Il cite aussi, à une autre échelle, la création de US Steel, une idée née d'un discours de Charles Schwab, soutenue par le désir et la foi, qui a créé une richesse phénoménale. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça,
Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, à l'oreille? Le point de départ, selon ce livre, ce serait toujours un désir. Oui, mais pas un souhait vague. Un désir brûlant, précis. Une obsession positive, en fait. Et ce désir, il faut le nourrir avec quoi? La foi, donc, et Et la persévérance. une persévérance qui refuse de voir l'échec comme définitif. C'est juste temporaire, une étape. D'accord. Un désir intense, de la foi et de la persévérance. Voilà les piliers. Et peut-être une dernière pensée. Le titre parle de richesse matérielle, devenir riche. Mais est-ce que ces principes ne s'appliqueraient pas à d'autres domaines personnels? Ah, c'est une bonne question. Oui, quels autres objectifs importants pourraient bénéficier de ce genre d'approche? Quelle est cette chose pour chacun qui mériterait qu'on brûle ses navires, comme disait Cortés, je crois, qu'on s'engage à fond sans retour possible?